Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Panorama Santé Environnement. Aujourd'hui, nous allons parler de la hanche et de la dépigmentation cosmétique. Et pour en parler, nous avions donc reçu pour vous un éminent médecin. Il est médecin, il est aussi colonel. Il est le chef de département de chirurgie de l'hôpital central Pierre Mobengo de Brazzaville en République du Congo. Il a beaucoup de qualifications, tant sur le plan médical, médico-militaire et sur le plan chirurgical. Il s'agit du docteur Jean Bruno Ikapi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous de vous. Vous êtes médecin, chirurgien, orthopédiste, c'est vrai, mais sur le plan médical, qu'est-ce que vous êtes? Merci bien, mon cher Kevin. Je vais essayer de me présenter, faire une œuvre autobiographique. C'est toujours un peu gênant, mais je vais essayer d'esquisser quelques pas. Sur le plan médical, je suis médecin légiste, sorti de la faculté de médecine de Dakar. Sur le plan médical également, je suis expert en évaluation juridique de dommages corporels, sorti de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Qu'est-ce que ça veut dire évaluation, Lorsque évaluation de nous, dommages? lorsque vous voulez reparer sur le plan civil, quelqu'un qui a été victime de certains dommages, et lorsque nous voulons procéder à la réparation civile de ces dommages, on est obligé de demander à un expert de faire une évaluation pour que ce dommage subi soit converti en termes de monnaie. Donc je disais tantôt que j'étais médecin expert en évaluation juridique de dommages corporels. Toujours sur le plan médical, je suis médecin de catastrophe et je suis sorti de l'université Henri Mondor de Paris. En France. Ça, c'est Alors, sur le plan médical. mais sur le plan médico-militaire, puisque on doit rappeler que vous êtes aussi un corps habillé. Ok. Sur le plan médico-militaire, je suis médecin militaire, sorti de l'école d'application du service de santé des armées de Paris, encore appelé Val-de-Grâce. Val-de-Grâce. Je suis également médecin de l'Avent, sorti également toujours de l'école d'application du service de santé des armées de Val-de-Grâce de Paris en France. Et sur le plan militaire, votre qualification? Sur le plan militaire, je suis médecin colonel. Ok. Alors, sur le plan chirurgical, Sur le plan vous avez des chirurgical, compétences. C'est d'ailleurs le but de notre de cette invitation que Panorama vous a lancée. oui. Évidemment, sur le plan chirurgical, je suis chirurgien généraliste, sorti de la faculté de médecine de Brazzaville, de l'université Marien Ngouabi. Je suis également chirurgien traumatologue et orthopédiste, sorti de la faculté de médecine Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Cette expérience a été renforcée en Europe, particulièrement en France, Et et en Belgique. Quand vous parlez de renforcement des capacités, ça veut dire quoi? Vous savez, une formation n'est jamais terminée. On a toujours besoin des petites formations complémentaires pour essayer d'aguerrir son expérience. Et en dehors de ça? Bon, en dehors de ça, j'essaye d'accompagner certaines firmes qui fabriquent des implants. Les implants, ce sont des fers qu'on met au niveau du corps. Et donc, je suis consultant auprès de certaines firmes qui fabriquent du matériel, notamment des firmes asiatiques et des firmes françaises. Quand vous dites consultant, quel est votre rôle? Bon, mon rôle, je vais prendre un exemple de quelques contributions que nous avons faites. Lorsque vous prenez la firme Lépine fabrique des tiges fémorales d'une valeur minimum de 8. Il s'avère qu'ici à Brazzaville, en Afrique centrale et même au Congo-Brazzaville, nous sommes des Bantous. Et les Bantous, ce sont des hommes de petite taille. Et donc, ce qui fait que le fémur d'un Bantou ou d'un Pygmée ou de quelqu'un qui souffrait d'une maladie qu'on appelle la drépanocytose, ce sont des petits fémurs. Et quand on a constaté que quand nous mettions des tiges fémorales de 8, ces tiges étaient trop grosses. Voilà. Et donc on leur a demandé de nous créer des tiges fémorales de 6 et de 7 pour nous adapter à la situation qui est la nôtre. Donc, sur le plan anatomique, on peut dire que nous ne sommes pas identiques. Il y a des spécificités par rapport aux différents groupes d'hommes. Donc, nous, les Bantous, on a des spécificités. Exactement, on a des Pour spécificités. cette raison, même sur le plan de la natation, on constate que les Noirs sont de moins en moins plus performants. C'est peut-être à cause
de ses spécificités, le poids des os et tout ça, ça tente? Bon, comme ce n'est pas mon domaine, j'aurais du mal à vous apporter une quelconque réponse là-dessus. D'accord, merci beaucoup. On va parler de la dépigmentation cosmétique et de la hanche. Quand on parle de la dépigmentation, certainement des gens seront embrouillés. On peut aussi appeler cela, comme on dit vulgairement ici, se maquiller. Se maquiller à outrance, où les gens changent carrément la coloration de la peau. Quelqu'un qui a été noir récemment et 2 jours après, il se retrouve. Quand on parle de la dépigmentation, techniquement parlant, qu'est-ce que cela veut dire? Par dépigmentation cosmétique, on entend par là l'ensemble des procédés visant à éclaircir la peau dans un but essentiellement cosmétique, pour se la beauté. La beauté. Et c'est un phénomène qui concerne essentiellement la population de l'Afrique subsaharienne et l'Amérique du Centre. Elle concerne essentiellement également les femmes. Je n'ai pas dit que les hommes ne se dépigmentent pas, mais c'est un phénomène qui concerne essentiellement les femmes. On va maintenant arriver au nœud du problème, les complications sur l'os, parce que quand on parle de la hanche, c'est essentiellement l'articulation et les os. On a vu les mécanismes d'entrée, mais non. Aujourd'hui, nous parlons de la dépigmentation cosmétique et la hanche, donc essentiellement les os au niveau de la hanche et de l'articulation. Quelles sont les conséquences à ce niveau? Je vais d'abord préciser les mécanismes. Vous savez, au niveau de l'os, nous avons 2 principales populations cellulaires. Nous avons une population cellulaire qu'on appelle des ostéoblastes, qu'on peut également appeler les bâtisseurs. Ce sont ces cellules-là qui produisent de l'os. Malheureusement, pendant la dépigmentation, il y a une dépression de ces cellules qui va entraîner une diminution de la production de l'os. En dehors des bâtisseurs, ou alors encore appelés des ostéoblastes, nous avons des démolisseurs qu'on appelle des ostéoclastes. Leur but, c'est de détruire l'os. Et ces cellules sont stimulées par les cosmétiques dépigmentants. Et ce qui fait que, en définitive, la balance entre la production de l'os... l'effet des produits cosmétiques, ça détruit les défenseurs et ça facilite l'entrée des ennemis. Voilà. Et donc, la balance va faire que l'os va devenir poreux, ne sera fragile. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que pour des traumatismes qui sont mineurs, une petite chute, vous avez une fracture au niveau de l'épaule, au niveau du poignet, au niveau des hanches et parfois au-dessus des genoux. Et dû à la fragilité de l'os. Il n'y a aucun autre problème. Au niveau des articulations, notamment au niveau des genoux, vous avez des cellules qu'on appelle des chondroblastes qui produisent le cartilage articulaire. Ces cellules ont une origine similaire avec les bâtisseurs. Et donc, les produits cosmétiques dépigmentants vont déprimer les chondroblastes et réduire la production du cartilage articulaire et justifier des gonarthroses qui apparaissent primitives chez des sujets qui ont 30 ans, 40 ans, alors qu'une gonarthrose primitive apparaît habituellement à 50, 60 ans. Le squelette humain définit la forme du corps, soutient physiquement les différents systèmes de l'organisme. Il s'intègre également dans le système musculo-squelettique qui permet le mouvement. La structure osseuse est optimisée pour être à la fois solide et d'un poids relativement léger. L'intérieur de l'os est constitué de moelle osseuse entourée de tissus osseux de 2 principaux types. L'os cortical, qui compose la paroi externe rigide de l'os, et l'os trabéculaire, qui constitue le noyau spongieux. La quantité de chacun de ces types de tissus contenus dans un os dépend de la fonction de celui-ci. L'unité de base de l'os cortical ou compact, l'ostéon, est formée de plusieurs couches de lamelles concentriques. Cette couche externe dense contribue à la résistance osseuse en s'opposant à la flexion.
Des cellules appelées ostéocytes sont réparties dans les lamelles concentriques. Elles forment un réseau complexe, étendu à l'ensemble de l'os minéralisé. Il pourrait jouer un rôle de senseur et influencer l'homéostasie mécanique du squelette. Au centre de l'ostéon se trouve le canal de Havers, qui contient les vaisseaux sanguins et les nerfs. Les vaisseaux sanguins de l'os facilitent les échanges entre les ostéocytes et le système sanguin. L'os trabéculaire résiste à la compression. Les ostéocytes font également partie de cette structure et jouent ici aussi un rôle important dans la détection des changements de tension locaux. Les trabécules, ou lamelles osseuses, sont recouvertes d'une couche de cellules bordantes aplaties. Il s'agit d'ostéoblastes au repos, impliqués dans le processus dynamique de formation et de destruction de l'os. La moelle osseuse est contenue à l'intérieur des os. Les trabécules et le réseau vasculaire qui l'entoure offrent soutien structurel, nutrition et élimination des déchets au groupe hétérogène de cellules qui existent dans cet espace. La moelle osseuse est le site de l'hématopoïèse, processus par lequel se forment les composantes cellulaires du sang. Et sur la hanche? Sur la hanche, ben, on sait que c'est un mécanisme vasculaire. C'est pas encore bien élucidé. C'est pas bien élucidé. Il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'au niveau des artères de la tête du fémur, il va y avoir une lésion de la paroi artérielle et cette lésion va entraîner la formation d'un caillot qui va obstruer le passage du sang. Et donc, en aval, nous allons avoir une ischémie. Ça, c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est au niveau de l'évacuation du sang de la tête fémorale, donc au niveau des veines, il va y avoir une obstruction et une stase en aval qui va justifier la mort des cellules, la mort du tissu de la tête du fémur. Et la principale conséquence, c'est l'ostéonécrose aseptique de la tête du fémur. L'ostéonécrose veut dire la mort, aseptique veut dire que cette mort n'est pas due à des microbes, c'est une mort qui est due à des problèmes non microbiens. Et c'est l'ostéonécrose aseptique de la tête du fémur. Docteur, ça veut dire que sur le plan de la vie courante, on aura des problèmes, suffisamment de problèmes. Très certainement. Je voulais commencer sur les conséquences des ostéonécroses de la tête du fémur. Sur le plan clinique, quand quelqu'un a une ostéonécrose de la tête du fémur, qu'est-ce que nous observons? On observe trois principales choses. La première chose, c'est la douleur de la hanche. Cette douleur apparaît habituellement quand la personne marche ou quand la personne passe de la position assise à la position debout. En dehors de la douleur, vous avez la boiterie. Vous trouverez à Brazzaville des femmes qui se dépigmentent et qui marchent avec une petite boiterie. Ensuite, vous avez la limitation des mouvements de la hanche. Et donc, bouger la hanche, ça devient très réduit. Et la conséquence la plus dramatique, c'est l'ankylose. C'est l'absence des mouvements de la hanche. Et donc, quand la personne marche, la hanche est bloquée, il est obligé de tirer son pied difficilement et la marche est difficile. Donc ça, c'est sur le plan clinique. Mais dans les actes et gestes de la vie courante, il y a également des problèmes assez difficiles. Les patients qui sont atteints de l'ostéonécrose de la tête du fémur vont avoir des problèmes pendant la marche, vont avoir des problèmes pour prendre une douche, vont avoir des problèmes pour aller au marché, vont avoir des problèmes pour balayer la maison. Donc ça, c'est sur le plan des actes et gestes de la vie courante. Pas de conduite, vélo, tout ça. Voilà, conduire une voiture, ça devient difficile. Forcément, une mobilité. Exactement. Et même sur le plan conjugal, il y a des conséquences. Sur le plan conjugal, il y a aussi des conséquences. Je ne voulais pas trop insister pour des raisons de pudeur, mais il y a également des conséquences sur le plan conjugal que tout le monde pourrait imaginer. Ça peut être quoi? Vous aurez des difficultés à accomplir un acte sexuel dans des conditions normales à cause de la douleur et à cause de la raideur de la hanche. Ah, d'accord. Donc vous devenez déficitaire en termes de mouvement. Exactement. Ce qui veut dire que c'est déjà quelque chose de pas très intéressant. Mais sur le plan social et professionnel? Sur le plan social et professionnel, ça va entraîner une réduction de l'aptitude physique de ces patients-là.
il y aura également une augmentation des absences au travail. Parce que la personne est malade. Le rendement, voilà, le rendement baisse. Oui. Le rendement baisse. La capacité financière également baisse parce que moins vous travaillez, moins vous aurez de l'argent et psychologiquement, sur le plan psychologique, c'est encore plus grave parce que vous avez la dépression, vous avez le stress. Mais ce qui est encore plus difficile, qui déchire les familles, c'est qu'il est difficile à expliquer à quelqu'un que du fait que vous avez utilisé des produits dépigmentants, vous avez un problème de hanche et tout de suite là, nous pensons aux sorciers, nous pensons en l'envoûtement et ça entraîne des déchirements de famille. Et le dernier point que je voulais noter, il faut quand même savoir que le traitement définitif d'une ostéonécrose de la tête du fémur, c'est la pose d'une prothèse totale de hanche. Elle coûte cher. Elle varie de 2 millions de francs CFA à 3 500 000 francs CFA ici à Brazzaville. À l'étranger, c'est bien plus cher que ça. Mais est-ce qu'on a des statistiques sur le plan des ostéonécroses Est-ce qu'on a des statistiques à l'heure actuelle? Ok, nous avons quelques statistiques. Sur 100 cas d'ostéonécrose aseptique de la tête du fémur, nous avons 50 qui sont dédiés à la dépigmentation. Nous avons 30 qui sont dédiés à la drépanocytose et nous avons 10 qui sont dédiés à des causes diverses. Il existe des phénomènes sociaux qui peuvent infliger certaines sociétés et laisser des cicatrices humiliables, des cicatrices délétères. C'est à ce juste titre que nous nous permettons de dire qu'il existe un lien étroit et certain entre la hanche et la dépigmentation cosmétique ou encore appelée la dépigmentation volontaire. De ces liens peuvent découler des conséquences néfastes. Parmi ces conséquences, nous pouvons citer l'ostéonécrose aseptique de la tête du fémur, encore appelée dévitalisation amicrobienne de la tête du fémur, ou encore la mort d'une partie ou de toutes les cellules de la tête du fémur. Cette maladie se manifeste essentiellement par des douleurs au niveau de la hanche, une limitation des mouvements de la hanche et enfin une boiterie. Et l'ostéonécrose de la tête du fémur entraîne une gêne dans l'exécution des actes et des gestes de la vie courante avec un retentissement sur le plan conjugal, sur le plan familial, sur le plan social et enfin sur le plan professionnel. Cette maladie peut également nécessiter à terme la pose d'une hanche artificielle, encore appelée prothèse totale de hanche. Nous ne voudrions offusquer personne. Bien au contraire, nous voudrions mettre à la disposition des uns et des autres un package d'informations leur permettant, un package d'informations nécessaire et indispensable, leur permettant de devenir responsables et non coupables, leur permettant de devenir responsables et non victimes devant cette pratique qui devient de plus en plus courante et de plus en plus banalisée. Alors, d'abord, avant de parler traitement, j'aimerais que vous essayiez de passer un petit mot en lingala pour bien expliquer à toutes ces populations qui nous écoutent les effets de la dépigmentation cosmétique sur la hanche. Je vais devoir m'excuser parce que mon lingala est d'un niveau très bas. Nalingi na yebisa na ba papa na ba maman boyeba que kisi wana etelisaka poso ya nzoto kisi bato bakolongolaka basala maquillage basalaka maquillage ememaka ba malade ebele ba malade ebele na poso ya nzoto mais ba malade ebele na hanche ozotia kisi na poso ya nzoto mais kisi wana ekoti na kati ya nzoto na yo ebebisi yo hanche ozotambola mabe ememi yo makambo ebele bato mosusu bakoloba o batiye mwanza bato mosusu o non wana eza ndoki te. Il faut que boyeba à partir ya lelo que kisi wana basi bamibali mpe bapakolaka yango na yebi mais oyo basi surtout bapakolaka mpona kotelisa
poso ya nzoto mondele et même kamindondo ebele na hanche. Voilà, musicien ya monaka na télévision na Trace TV ceux qui ne loko nini a ipate baninga ezoko mema ba conséquences ya lolenge wana. Sika awa pendant roloba pe na batu oyo batekaka ba biloko yango na biso ba auto consommer soki moi message ezali. Des messages est difficile pour n'appeler ça bango message parce que nakanisi l'état motakosa la effort appeler sa information et pas ya population que ba kisi wana botiaka na nzoto na bino et puis ça ka malade belé soki docteur Ikapi a comme ministre ya santé lobby na makamoto lobby oyo mesure nini yokozo nakanisi oyo mesure liboso ya information parce que ceux qui aujourd'hui au sali makambo na brutalité aujourd'hui mikanda o lelo bo pekisa kote kisa ba kisi oyo na molili bato bakote bato bakozwa toujours kisi wana donc nakanisi éducation ya santé koyebisa na population que oyo ezama be bo sala ngote parce que eme makamindondo emindolo na soki nazali ministre de la santé na préférable na pesa et pas la population information que na doit banot pona ko interdire côté ka ya kisi pesa information kaka ke kisi ote mais ba mibali pe bino bolingi kaka basi ya pembe on bazo koluka ba koma pe pembe pona est-ce que mibali pe ezana makambo ko loba na mibali te ba o ba koluka kaka koluka mwasi oyo azana motani artificiel ezali ngambo soki totali na explication pesi biso bamba to ko gérer makambo ya ba ange wana plus tard ko gérer makambo ya ba mbata wana otolobaka ba nini wana plus tard ezana ba conséquences non. Oui, ezana ba conséquences mais likambo eza compliqué. Il faut régler likambo wana sur le plan psychologique, sur le plan il faut bossa la commission, bobenga bato ebele na kati ya commission wana, ba sociologue, ba psychologue, ba pharmacien, ba docteur, la commission. Il faut commission. Mais compte tenu ya effet na la population à l'heure actuelle, est-ce que cause a déjà urgence ya santé publique te? Ngana kanisi eza urgence parce que na kati ya bureau nanga boko trouver au moins 100 dossiers ya bato bazo linga ko sala prothèse totale de hanche mais eza talu pona kozwa 2 millions pona kozwa 3 millions 500 000 francs bango baza na mbongo te. Parlons du traitement. Le traitement de l'ostéonécrose de la tête du fémur. Il y a deux volets. Le premier volet, c'est la prévention. C'est, à mon avis, le traitement le plus efficace. Je vais pas. L'ostéonécrose de la tête du fémur, ouais. C'est déjà dû à l'effet de l'utilisation, la consommation abusive de ces produits cosmétiques dépigmentants. Exactement. Maintenant, nous sommes là en train de parler du traitement. C'est-à-dire qu'ici, au Moutassomi, à 500, 1000 francs, 700. Généralement, ça va en peu comme il y a 250 des alinango. Et regardez maintenant les effets sur le plan traitement. Donc, quand vous parlez du traitement, donc sur le plan préventif. Sur le plan préventif, c'est le traitement le plus efficace. Il y a un médecin qui disait que la prévention est le traitement le plus efficace lorsqu'on veut réaliser, et le levier le plus efficace lorsqu'on veut réaliser des bénéfices en matière de santé. Et donc, sur le plan de la prévention, c'est de s'abstenir d'utiliser des produits cosmétiques dépigmentants. Supposons que vous avez un traitement médical à base de corticoïdes qui vous entraîne forcément l'effet dépigmentant. Qu'est-ce que vous ferez en ce moment? Ben, là, le problème, c'est aux médecins. Les médecins savent les conséquences des corticoïdes à court et à long terme. Et donc, c'est aux médecins de juger le risque qu'il fait courir aux malades. Parce que si vous avez une maladie qui nécessite la mise sous corticoïdes au long cours du malade et que le pronostic vital est engagé, je pense que c'est au médecin de choisir. S'il faut sauver la vie pour faire courir un risque d'ostéonécrose de la tête du fémur, c'est le médecin qui fait le choix. Docteur, il y a encore une parenthèse. Beaucoup de ménages, des parents utilisent ces produits, les positans, les dermés, je ne sais pas moi, Dermovat, Bétazole, voilà. Epitopi. Des produits comme sur des enfants, des enfants en bas âge, simplement parce qu'ils veulent que son enfant
paraissent toujours brunes, propres devant les autres. Est-ce qu'il y a aussi un effet sur les nouveau-nés, même si on est dans une phase d'ostéosynthèse? Oui, je pense que les effets sont bien plus graves sur l'enfant. Chez l'enfant, parce que chez l'enfant, vous avez les effets qu'on retrouve chez l'adulte, mais à cela va s'ajouter d'autres problèmes, parce que l'enfant, c'est un être humain en croissance. Et donc, ça va agir sur les hormones de croissance et agir également sur le cartilage de croissance. Et donc, c'est plus grave, à mon avis. C'est plus grave chez les enfants. Sur le plan curatif? Sur le plan curatif... Vous parlez de s'abstenir des cosmétiques dépigmentants, ça c'est sur le plan préventif. C'est-à-dire tout ce qui est produit dépigmentant à éliminer. S'abstenir totalement, il faut s'abstenir. Curativement, oui. Curativement, au stade de début, quand vous êtes, je vais parler des choses pas trop techniques, lorsque vous avez une ostéonécrose de la tête du fémur, au stade 1 ou au stade 2 de FI4, la maladie peut disparaître spontanément lorsque la cause a été retirée. Mais quand vous êtes au stade 3, au stade 4, le stade avancé, ben là, vous êtes obligé de subir d'autres traitements. Donc, au début de la maladie, je pense qu'il faut arrêter l'utilisation de ces produits cosmétiques. Mais il faut que les gens sachent que quand la maladie s'installe, même quand vous arrêtez l'utilisation des produits cosmétiques, la maladie peut évoluer à son propre compte jusqu'à l'aggravation, jusqu'aux conséquences les plus graves, c'est-à-dire l'installation d'une coxarthrose. Donc, parmi les traitements, il faut gérer la douleur. La douleur, il faut donner des antidouleurs, notamment des antalgiques, soit de niveau 1, soit de niveau 2, pas vraiment de niveau 3. On peut également utiliser des béquilles pour mettre en décharge le membre. Ça, c'est au début. Mais à un stade avancé, ça devient plus difficile. À un stade avancé, il faut faire des interventions chirurgicales, notamment ce qu'on appelle le forage. Puisque dans l'ostéonécrose de la tête du fémur, on constate qu'il y a une hyperpression au niveau de la tête. Donc, il suffit, avec une mèche métallique, de mettre des trous au niveau de la tête. Vous entraînez une décompression et donc une baisse de la douleur. Mais ça ne traite pas la maladie. Vous avez une baisse de la douleur, mais vous portez la maladie. Il y a encore d'autres traitements, c'est des ostéotomies. C'est-à-dire que la maladie se trouve sur cette partie, et cette partie touchant le cotyle s'entraîne des douleurs, on coupe l'os et on essaie de réorienter là où il y a la maladie ailleurs pour que vous ayez un peu moins mal. Mais ce sont des traitements provisoires. Et ces traitements sont de plus en plus proscrits. Parce qu'à terme, le jour où vous allez poser une prothèse totale de hanche, vous allez avoir un problème. Il faudrait des prothèses sur mesure. Des prothèses, vous demandez à l'usineur de vous fabriquer une prothèse qui a telle taille sur mesure. Ce qui est encore très difficile. C'est bien plus difficile. C'est bien plus difficile. Mais la finalité, c'est la pose d'une hanche artificielle qu'on appelle prothèse totale de hanche. C'est le traitement définitif. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous parlez de la prothèse totale de la hanche? C'est quoi la prothèse totale de la hanche? Il s'agit des pièces métalliques, de plusieurs pièces métalliques qu'on emboîte et que nous insérons à l'intérieur de l'articulation de la hanche pour essayer de suppléer à cette fonction. Donc c'est une articulation artificielle. Donc les objectifs, c'est d'avoir une hanche qui est mobile, c'est d'avoir une hanche qui est stable et d'avoir une hanche qui est indolente, qui ne fait pas mal. Qui fait pas mal. Mais quelles sont les indications en ce moment? Les indications, c'est l'ostéonécrose au stade très avancé, au stade terminal. Est-ce que quelqu'un peut le faire en termes de prévention, sachant que la maladie elle est évolutive? Je ne suis pas encore arrivé au stade avancé, mais préférence de le faire avant, c'est possible. La prothèse totale de hanche, non, c'est pas trop, c'est pas prudent. C'est pas prudent parce que quand on vous met une prothèse totale de hanche, ce n'est pas pour toute la vie. La durée de vie moyenne d'une prothèse totale de hanche, c'est 20 à 25 ans. Et donc, si vous la mettez tôt, vous risquerez d'avoir une probabilité d'échange également plus tôt. Il y a une durée de vie de ces prothèses? Oui, les prothèses totales de hanche ont une durée de vie moyenne de 20 à 25 ans. Voilà, et donc, il faut les changer. Ah, d'accord. Mais est-ce qu'il y a différents types de prothèses ou simplement? Il y a plusieurs types de prothèses et on va essayer de classer les prothèses en fonction de plusieurs critères. Le premier critère, c'est l'ancrage.
il y a des prothèses cimentées. C'est-à-dire que pour que ça tienne au niveau de l'os, il faut mettre du ciment. Ben, ce n'est pas le ciment qui est fabriqué à l'UTT. On va utiliser du ciment orthopédique. Et donc, il y a deux parties. Il y a le fémur et il y a le cotyle. Donc, quand vous cimentez le cotyle, vous cimentez également le fémur, cette prothèse va t'appeler une prothèse cimentée. Mais quand vous cimentez le cotyle et qu'au niveau du fémur, vous n'avez pas cimenté, ou vice-versa, ce sont des prothèses mixtes. Et quand vous n'avez pas cimenté, là, vous avez non cimenté. Non cimenté, et ça, c'est non cimenté. Donc ça, c'est sur le système d'ancrage. Il y a d'autres... Ce sont les modes de fixation. Ce sont les modes de fixation. Il y a également les couples de friction. Vous savez, c'est la prothèse, il y a plusieurs couples de friction. Nous avons le couple polyéthylène métal. Le polyéthylène, c'est du plastique. Et ce couple n'est pas meilleur parce que les produits de dégradation du polyéthylène entraînent une destruction de l'os. Ah, d'accord. Vous avez également des couples céramique-céramique. Il y a plusieurs céramiques. Le seul grand inconvénient, c'est le plus mauvais des couples céramique-céramique. Mais le grand inconvénient, c'est que si vous avez une prothèse et que vous tombez d'une certaine hauteur, il y a des risques que ça se casse. Okay. Vous avez également... Mais le meilleur, passons meilleur. Je pense qu'à mon avis, qu'il n'y a pas de meilleur couple. Il y a de moins mauvais. Ah, le moins mauvais. Et quel est le moins mauvais? Je pense que le moins mauvais, c'est céramique-céramique. Céramique. Et ça, c'est en termes de la composition. De la composition, parce que vous avez une usure qui est presque nulle avec le couple de friction céramique-céramique. Est-ce que sur le plan mobilité, il a aussi d'autres... Parce que la hanche a plusieurs mécanismes là. Oui. Sur le plan de la mobilité, les prothèses, on distingue deux grands types de prothèses. Vous avez des prothèses à double mobilité et des prothèses à une seule mobilité. Les prothèses à double mobilité ont été créées il y a à peu près une quinzaine d'années. C'était pour régler le problème de luxation. Il y a des malades sur lesquels, quand on mettait des prothèses, quand ils faisaient certains mouvements qui étaient interdits, la prothèse luxait. Donc, la première indication de la double mobilité, c'est la luxation. La deuxième mobilité, ce sont des malades qui n'observent pas les prescriptions médicales, notamment les sujets âgés qui ont des problèmes cognitifs, notamment les malades mentaux, qui ont des problèmes. Vous leur dites, voilà, ne tournez pas le pied en dedans, ils vous tournent le pied en dedans et vous avez une luxation. Vous avez également, quand vous posez une prothèse, il y a un muscle qui est important qu'on appelle le moyen fessier. Si vous avez un moyen fessier qui est faible, pour prévenir la luxation de la prothèse de hanche, vous êtes obligé de lui mettre une double mobilité. Mais le reste des prothèses, ce sont des prothèses à une seule mobilité. Ok. Pour aller vite, vous savez, docteur, nous avions souvent l'habitude de faire des démonstrations des connaissances livresques, mais sur le plan pratique, il se pose souvent de problèmes, soit de plateau technique, soit même de la pratique d'un certain nombre de praticiens. Alors, est-ce que c'est faisable? Avec toutes ces techniques, c'est faisable. Est-ce qu'on a la maîtrise de ces techniques, des différentes techniques dans la pose des prothèses de la hanche ici? Et est-ce que c'est faisable? Est-ce que vous avez un plateau technique qui répond aujourd'hui à le faire? Vous avez dit que vous avez peut-être 100 qui attendent. Est-ce qu'ils attendent simplement parce qu'ils sont à court de moyens financiers ou il y a aussi des déficits sur le plan technique? Okay. Merci bien pour cette question. C'est une question qui est pertinente. Les 100 patients dont les dossiers se trouvent dans mon bureau, ce n'est pas pour des problèmes techniques, c'est pour des problèmes financiers. Nous allons esquisser une réponse sur les prothèses de hanche. Au Congo-Brazzaville, et précisément à l'hôpital central des armées, nous posons les prothèses totales de hanche depuis 2015. Et nous utilisons tout le type d'ancrage, soit les prothèses cimentées, soit des prothèses mixtes, soit des prothèses sans ciment. Nous utilisons également de couples de friction, notamment céramique-céramique. Nous utilisons de l'alumine pur avec de l'alumine pur. Nous utilisons parfois du polyéthylène avec de l'alumine. Non, excusez-moi, du polyéthylène avec de l'alumine. Et les monomobilités sont utilisées, les doubles mobilités sont également utilisées. Nous pouvons citer en exemple, il y avait une série des mutilés de guerre qui devaient être évacués hors du territoire national, qui ont été brillamment opérés à l'hôpital central des armées par notre équipe. Et ensuite, sur le plan technique, nous utilisons
certaines techniques qui sont quand même assez innovantes, notamment les abords antérieurs. C'est ce qu'on appelle l'abord de Wetter modifié ou l'abord de Rottinger. L'avantage, c'est que vous opérez le malade aujourd'hui et le lendemain matin, le malade peut marcher avec ou sans béquille. Et donc, sur le plan technique, nous avons les moyens nécessaires de poser... On le fait avec... voilà, en de poser les prothèses, technologiques. Alors. voilà, les prothèses totales de hanche et même les prothèses totales de genoux. Nous en reparlerons une autre fois. Mais pourquoi les 100? Parce que c'est que les prothèses coûtent excessivement cher, hein, apparemment. Ah ben, naturellement, les prothèses, elles coûtent cher. Je disais qu'au Congo-Brazzaville, une prothèse totale de genoux et de hanche, le prix varie de 2 millions à 3 500 000 francs CFA. Mais les gens, ils vont dire, ailleurs, c'est bien plus que ça. Mais pour opérer un malade d'une prothèse totale de hanche, il y a un bilan qu'il faut faire. Vous avez des examens biologiques qu'il faut faire. Il faut l'envoyer en consultation pour rechercher des microbes. Il y a des échographies abdominales. Il y a des consultations de stomato. Il y a des consultations d'ORL pour voir s'il n'a pas une infection dans les oreilles ou dans les narines. En plus de ça, vous avez une consultation d'anesthésie. Vous avez la gestion. Est-ce que le malade accepte de se faire transfuser ou pas? Nous avons opéré des témoins de Jéhovah qui ont refusé de se faire transfuser. Et en ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Nous avons dans notre équipe le docteur Abba, Georges, c'est l'anesthésiste réanimateur, qui essaye de faire une évaluation. C'est-à-dire que si le malade a 12 grammes d'hémoglobine ou plus, il le soumet à des médicaments particuliers qui vont faire monter ce taux de sang de 12 à 14 grammes. Faire le taux de transfusion. Et nous récupérons ce sang-là que nous allons garder. Et s'il y a une nécessité, nous transfusons le sang du malade, c'est l'autotransfusion. Et je peux vous dire quand même... Les témoins de Jéhovah acceptent l'autotransfusion? Ils n'acceptent pas l'autotransfusion. Non, ils n'acceptent pas. Nous avons opéré dernièrement une fille, témoin de Jéhovah. Nous avons discuté avec elle. Elle avait refusé la transfusion. Mais nous l'avons convaincue. Nous l'avons convaincue. Nous lui avons dit, sur le plan médico-légal, on ne peut pas prendre le risque d'opérer quelqu'un en le garantissant qu'il ne va pas être transfusé. Donc, nous prenons ton sang, nous le gardons, et si on a des problèmes, on va te transfuser. Dieu merci pour elle, elle n'a pas été transfusée. Je tiens également à signaler que sur 10 prothèses de hanche actuellement à l'hôpital central des armées, il y a au moins 7 prothèses de hanche qui ne sont pas transfusées. Et si on doit conclure, qu'est-ce que vous pouvez dire aux populations? En conclusion, le premier point, il est temps de savoir que tous les produits dépigmentants, sans exception, entraînent des effets délétères sur la santé. Des effets néfastes sur l'organisme, sur la santé. Quels qu'en soient les produits. Donc il faut les prohiber. Les prohiber, mettre en place, en fait, il faut les interdire. Les interdire, je ne serai pas peut-être d'avis, mais je donne l'information. Je suis de la mise en place d'une commission, compte tenu de l'effet sur les populations. Il y a déjà, on peut dire qu'en effet, la santé publique, on peut dire aujourd'hui que il faut la mise en place d'une commission nationale hein, pour l'évaluation de ces questions et arriver jusqu'à interdire ces produits, non seulement en termes de commercialisation, mais et de l'utilisation aussi de ces produits sur l'ensemble du territoire national. Bon, ça, c'est une question beaucoup plus délicate sur laquelle je ne m'hazarde pas. Mais je disais qu'en conclusion, la première des choses qu'il faut dire aux gens, tous les produits dépigmentants entraînent des effets néfastes sur la santé. Okay. Le deuxième point, c'est que tous les produits dépigmentants n'entraînent pas l'ostéonécrose de la tête du fémur. Ce n'est pas tous. Le troisième point, les corticoïdes, les dermocorticoïdes entraînent l'ostéonécrose de la tête du fémur. Le quatrième point, l'hydroquinone est suspecté, parce que nous n'avons pas retrouvé... peut être impliqué dans la genèse de l'ostéonécrose de la tête du fémur. Le cinquième point, c'est que la mention qui est inscrite sur les produits cosmétiques ne contient pas l'hydroquinone, c'est une mention qui est souvent mensongère. Donc c'est fallacieux. C'est fallacieux. Il faut donc faire attention. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce que le produit ne contient pas l'hydroquinone que réellement il ne le contient pas. On n'a pas un laboratoire de contrôle qualité, encore moins nos yeux ne peuvent pas se substituer en laboratoire pour vérifier réellement si ce qui est écrit est vrai. Et c'est souvent dangereux de s'hasarder à ce genre de pratique, même lorsque le produit
contient cette mention. Mention ne Ça, c'est contient le pas de conseil du l'hydroquinone, médecin. c'est pas rassurant. Oui. L'avant-dernier point, je voudrais dire que le traitement le plus efficace de l'ostéonécrose aseptique, c'est la prévention, c'est-à-dire s'abstenir d'utiliser des produits dépigmentants. Mais ceux qui sont déjà, quand ils arrêtent, il y a quand même l'amélioration de la santé. Hein. Ben, si vous êtes au stade de début, au stade 1, au stade 2 de FICAT, c'est possible qu'il y ait une amélioration. Dans tout ce qui est les femmes là qui font les maquillages, souvent des douleurs de dos, c'est-à-dire elles deviennent gériatriques même avant l'âge. Ça doit être les effets de ces produits, les effets secondaires. Mais au fait, oui, en partie, ce sont ces problèmes. Il y a beaucoup d'aspects de problèmes. Vous savez, les corticoïdes sont naturellement produits par notre organisme par le cortisol. Si vous ajoutez des dermocorticoïdes, et donc vous avez le taux de corticoïdes dans l'organisme qui augmente. Or, les corticoïdes diminuent le ressenti de la douleur. Et donc, ce sont ces femmes qui ont un taux de corticoïdes élevé, même quand parce qu'il est habitué à prendre des médicaments qui sont plus puissants. Et à toutes ces personnes qui en souffrent déjà de l'ostéoporose, de nécrose, la tête du fémur, quelle est l'assurance? Ben, je disais tout à l'heure ceci, le traitement le plus efficace, c'est l'abstention, ne pas utiliser des produits dépigmentants. Et pour ceux qui en souffrent déjà? Pour ceux qui en souffrent déjà, ou pour ceux qui ne peuvent s'abstenir pour des raisons cosmétiques, qui ont atteint un stade de dépendance, il y a une solution efficace, c'est la pose d'une prothèse totale de hanche qui se fait actuellement au Congo-Brazzaville. Dernier mot, docteur. Étant donné que l'État est aussi responsable par le manque d'une réglementation dans le domaine de la consommation, la commercialisation, la consommation de ces produits qui s'avèrent déjà néfastes, en sachant que l'État a un rôle de protection de la population en matière de dangers sanitaires, pourquoi ne pas plaider pour la facilitation de ces pauses, un peu comme ça se passe aujourd'hui avec la gratuité du VIH-Sida, du paludisme et consorts. C'est une question assez délicate. Par rapport à cette question délicate, je jouerai la carte de la circonspection. Et donc, je préférerais m'abstenir de dire quoi que ce soit. C'est un militaire qui parle. Mesdames et messieurs, merci. Vous venez donc de suivre le docteur Ikapi. Merci pour cette émission aussi importante, beaucoup informative. Vous avez compris les risques, le danger donc, de la dépigmentation cosmétique au niveau de la hanche. Et non seulement au niveau de la hanche, on a essayé d'évoquer plusieurs choses. Je crois que vous avez compris. Il est intéressant de suivre scrupuleusement les recommandations, les conseils du docteur. Et pour ceux qui en souffrent déjà, le docteur Ikapi est là. Le responsable du département chirurgie à l'hôpital militaire, c'est quelqu'un qui est très connu, qui est très actif et d'ailleurs qui est souvent accessible. Donc c'est question de régler ces problèmes. Mais à nous autres, il faut s'abstenir parce que nous sommes encore épargnés. Et ceux qui pensent que la beauté, c'est la dépigmentation, ils se trompent parce que la beauté, à mon avis, c'est aussi la propriété, tant sur le plan intérieur que sur le plan physique. Au revoir et au prochain numéro. Merci beaucoup.